Hello et bienvenue à toi et merci de me rejoindre pour cette pause café du lundi, début de semaine. Alors tu vas entendre dans la vidéo des bruits, c'est parce que il y a des travaux juste à côté et donc ça tape, ça cisaille, ça découpe. Voilà, c'est la pause des fenêtres. Donc ne t'étonne pas si de temps en temps t'entends beaucoup de bruit. Alors on me demande souvent comment aujourd'hui on peut devenir un bon développeur, que ce soit je veux dire, des personnes qui sont en phase de prendre une formation particulière, de devenir étudiant en informatique, ou même des gens qui souhaitent se reconvertir. Qu'est-ce qui définit aujourd'hui un bon développeur? Alors je vais vous parler aujourd'hui uniquement des outils. Parce qu'il y a une gamme d'outils, une gamme de... Vous savez très bien que on dit qu'un bon plombier, ben, il a ses bons outils. Un développeur informatique, c'est pareil. Mais quels sont-ils? La première chose, c'est déjà de maîtriser un langage. Alors, il vaut mieux en connaître un en profondeur que d'aller essayer de taper dans plein de langages différents. C'est vrai que par exemple, quand on est sur des langages comme le PHP, il est bien de connaître au moins le JavaScript avec, qu'on ait un côté serveur et un côté client en plus. Mais voilà, pour de nombreux langages, on va même plutôt parler de technologie, puisque un langage apporte tout un écosystème avec lui. Ça va être tout ce qui va être librairie de programmation qu'on va disposer avec, les frameworks, voilà, des choses d'ailleurs dont on va parler un petit peu après. Donc le langage en fait va des fois conditionner le choix d'un certain nombre d'outils. Alors on va privilégier un langage qu'on peut retrouver sur plusieurs plateformes. L'idéal étant de pouvoir lancer par exemple une compilation ou interpréter directement sans avoir à modifier le code sur différentes plateformes. C'est le cas par exemple de Python. Python fonctionne quasiment de la même façon si on travaille sur Android, iOS, que ce soit sous Linux, Mac. Bon, pour le web c'est différent puisque le Python est pas un langage adapté au web, on va dire. En tout cas pas directement. Donc voilà, le premier point, multiplateforme. Le deuxième point, pour moi, alors c'est un choix qui est personnel, mais j'aime travailler avec des objets. J'aime bien penser en termes d'objets. J'aime bien faire en sorte que mes variables et mon code soient plus ou moins protégés, avec des fonctions pour y accéder. Voilà, puis je raisonne. J'ai toujours raisonné en termes d'objets. Donc pour moi, c'est un des éléments. Un langage objet est un critère de choix. Alors le deuxième élément de sa boîte à outils, c'est de disposer d'un bon éditeur de code. Si vous travaillez avec Notepad, bon, vous allez pouvoir faire des recherches, vous allez pouvoir faire du remplacement, mais vous n'allez pas disposer d'un outil par exemple d'autocomplétion, c'est-à-dire la capacité à ce que votre éditeur connaisse en fait l'ensemble des fonctions de votre langage, mais aussi des librairies, et puisse vous permettre de vous proposer les arguments à rentrer dans les fonctions, de terminer le nom de la fonction que vous avez commencé à utiliser, la capacité à les modifier par exemple dans votre code tous les noms de variables, de fonctions, si vous faites une modification, et ça dans de multiples fichiers en même temps. Voilà, donc un bon éditeur de code, c'est important. Alors ensuite, le troisième élément, c'est de disposer d'un bon éditeur de fenêtres. Alors si vous développez des applications, ça veut dire avoir la capacité de travailler en WYSIWYG. Vous savez, le what you see is what you get. De travailler visuellement, de déplacer ses boutons, de pouvoir organiser ses fenêtres comme on le veut, et de faire en sorte que dès qu'on le compile, eh bien ça fonctionne comme on l'a conçu sur les appareils de destination. Alors je parle d'éditeur de fenêtres, parce que je pense application, mais si on pense, comment dire, web, on va plutôt parler d'éditeur de page web. Alors avec le côté responsive, avec le côté savoir s'adapter à la taille du navigateur, au format du mobile, à son orientation. Voilà, donc éditeur de fenêtre, éditeur de page. Je vais regrouper tout dans la même chose. Alors ensuite, il y a le côté éditeur d'état, générateur d'état, le côté reporting. Vous avez des grands outils comme Crystal Reports qui sont basés uniquement sur le côté reporting. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un ensemble de données, on a un programme, et puis on veut pouvoir afficher ces éléments-là dans un fichier comme un fichier PDF, ou l'afficher sur le web, ou voilà, faire du reporting.
Alors cet éditeur doit disposer aussi de la possibilité de pouvoir localiser son application. Quand on parle de localiser, ça veut dire traduire. Sur votre bouton par exemple, vous avez appuyé, ça peut être press en anglais, et dans d'autres langues on a d'autres mots. Chaque fois qu'on va avoir un libellé, chaque fois qu'on va avoir un élément, il faut pouvoir faire en sorte que cette application puisse être utilisée en différentes langues. Alors ensuite, il faut connaître au moins une base de données, et le langage SQL, puisque c'est quand même un langage universel pour dialoguer avec une base de données, même s'il y a d'autres façons plus natives d'y accéder. Donc un bon moteur de base de données avec la possibilité de pouvoir avoir un outil d'administration puissant, de pouvoir optimiser ses requêtes, ça veut dire aussi de pouvoir, pas auditer, mais comment on appelle ça, en gros tester ses requêtes, savoir si elles vont être longues ou pas, pouvoir proposer en automatique d'ajouter des index ou des clés particulières pour améliorer l'ensemble, pour alléger des requêtes, un moteur de base de données qui est capable d'intégrer des tables externes, parce que souvent on est amené à devoir, je dirais, soit se connecter de façon directe avec d'autres bases de données et pouvoir faire marcher l'ensemble, c'est-à-dire vous avez d'un côté un client qui va utiliser Oracle pour sa gestion de clients, et vous voulez faire quelque chose au niveau de gestion de projet, mais de temps en temps vous devez accéder aux données des clients, voilà, il faut pouvoir interagir. Alors soit de façon directe, soit en ayant importé les tables dans votre moteur de base de données, sachant que le lien direct est préférable. Donc aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut développer une application sans connaître un bon moteur de base de données et puis savoir travailler en SQL avec. Alors ensuite, il faut pouvoir automatiser les tests, faire des tests unitaires convenus avec un client, des tests de non-régression quand vous faites des modifications, des tests de montée en charge. Si vous êtes par exemple sur un serveur web ou dès que vous avez de la communication client-serveur, savoir en fait quand on va avoir trop de requêtes, trop de demandes, voilà, quand est-ce que ça pêche, comment améliorer les choses. Donc un bon outil en fait pour gérer tout ce côté test. À côté de ça, on peut aussi parler de outils de débogage, de suivi des bugs. Et dans les outils de débogage, il y a des outils plus ou moins pratiques justement pour réaliser ces tests. Quand c'est relativement visuel, quand vous disposez d'outils puissants, on gagne beaucoup de temps. Alors après, pour le reporting, c'est pour pouvoir, si vous avez des utilisateurs qui puissent renvoyer des rapports en gros de bugs en expliquant comment ils en sont arrivés là, et puis eux pouvoir voir le suivi au fur et à mesure de toutes vos corrections. Alors ensuite, bien évidemment aussi, un gestionnaire de sources pour pouvoir versionner votre fichier, pouvoir revenir en arrière si vous avez perdu certaines fonctionnalités, pouvoir comparer des fichiers à différentes dates de l'historique, pouvoir travailler à plusieurs dans le cadre par exemple d'un projet collaboratif. Vous connaissez très bien tous les systèmes, il y a GitHub, il y a le SVN, il y a Perforce pour ceux qui aiment Unreal. Voilà, et ça c'est parmi les plus connus. Ensuite, autre point intéressant, c'est ces outils de télémétrie. Savoir comment vos applications sont utilisées. Savoir le nombre de personnes qui vont utiliser telle fonction ou autre. Alors ça c'est possible effectivement que si vous êtes dans un mode connecté, puisque d'une certaine façon vous espionnez entre guillemets la façon dont travaillent vos utilisateurs, même si les outils de télémétrie se doivent d'être anonymes. Alors ensuite des outils d'intégration continue, c'est-à-dire la possibilité d'automatiser tout le chaînage du build, la construction des fichiers, la génération des exécutables. Alors c'est d'autant plus vrai quand on est en multiplateforme. Pouvoir faire une modification de votre code et directement régénérer tout votre fichier exécutable sur un Android, un iOS, sur votre Windows, sur votre macOS, voilà, éventuellement sur une partie web, avec la possibilité de générer directement l'installation ou le patch, si c'est quand je dis installation, le patch, c'est-à-dire soit le fait d'installer entièrement le fichier, soit le fait de réaliser une mise à jour à partir d'un patch. Voilà, donc automatiser tout, même le test de non-régression.
Ça fait partie de tout ce qui est tout le chaînage, le workflow de l'intégration continue. Donc il y a des outils en fait qui permettent de faire ça. Et puis bien évidemment tous les outils de travail collaboratif, de gestion de projet, tout ce qui permet de travailler à plusieurs, de faire de créer des cahiers des charges, d'organiser le séquencement des tâches dans le temps, voilà, des outils de communication, de messagerie, de Skype. Et puis évidemment, il y a plein de petits outils en fait que vous devez plus ou moins connaître parce que de temps en temps vous avez besoin d'afficher une image, de la retravailler. Donc c'est du travail en vectoriel, du travail en bitmap, du travail en 3D quelquefois, suivant votre domaine de compétences. Ça va être des outils liés à la conversion, au niveau vidéo, voilà, connaître des outils comme Excel, des outils de virtualisation pour pouvoir tester sur plusieurs machines, et oui, et j'oublie finalement quand même le principal, bien maîtriser aussi au moins un système d'exploitation, celui sur lequel on travaille, et puis avoir une connaissance relativement quand même importante du matériel que vous utilisez, du matériel en général, de savoir comment ça fonctionne, comment ça s'optimise, comment ça se dépanne aussi. Voilà, je suis loin d'avoir fait le tour, je suppose, et j'espère que c'est pas trop brouillon. J'avais essayé pourtant de penser un peu le plan dans ma tête avant, mais voilà, j'ai même quelques sources papier pour m'aider, mais j'ai bon, j'espère que vous l'avez compris, puis n'hésitez pas dans les commentaires à me donner des éléments que j'aurais pu oublier, ou votre propre avis sur la question. Alors il y a un point que j'ai pas abordé, ce sont les... C'est vrai que j'ai pas été dans le détail, hein, j'ai pas listé parce qu'il y a vraiment beaucoup d'outils différents à chaque fois, hein, pour en citer une bonne plâtrée, mais il y a des sortes d'ateliers de génie logiciel aujourd'hui qui intègrent tout ou partie de ces fonctions. Alors un des plus connus c'est Visual Studio, qui travaille en multilangage. Ah, il y en a d'autres comme Embarcadero, en ex-Borland. Alors moi j'ai pas travaillé avec les outils d'Embarcadero, j'étais plutôt Borland à l'origine. Borland C++, Borland Delphi. Et il y avait déjà pas mal d'outils en fait, hein, que ce soit le débugage, de génération de rapports, enfin, voilà, il y avait déjà pas mal de choses d'organiser. Aujourd'hui, je sais pas trop ce que ça devient, mais il me semble qu'ils sont déjà des éléments poussés dans tous ces domaines. Ensuite, il y a l'AGL de PCsoft, WinDev, WebDev, WinDev Mobile, hein, qui forment un tout bien homogène, que moi j'utilise justement parce que c'est une boîte à outils universelle et peu coûteuse par rapport à un Visual Studio où il faut vraiment énormément de licences pour agglomérer tous ces outils. Et puis en open source, en open source, on va pouvoir trouver des choses qu'on peut faire travailler ensemble. Mais je vous avoue que de mon côté, je reste assez déçu. Notamment, rien que si on prend le côté édition de fenêtres, édition de pages, c'est très pauvre. Et puis bon, ne parlons pas du reste, que ce soit la gestion de bases de données, je dis pas, hein, il y a des très bonnes bases de données open source, hein, mais c'est toute l'intégration avec l'ensemble des outils de développement qui devient pas du bricolage, mais voilà, ça demande beaucoup de lignes de commande, ça manque d'outils homogènes, quoi. Alors de même, hein, si tu as envie de parler de ton propre expérience, si tu t'es créé ta propre boîte à outils uniquement avec de l'open source, et si tu es satisfait de l'ensemble des points, bien voilà, j'aimerais que tu m'en parles, j'aimerais qu'on en discute, et puis qu'on confronte un petit peu ces opinions à ce sujet. Voilà, bah aujourd'hui c'était un peu technique, c'était orienté développeur. Je te dis à demain pour la prochaine pause café, et j'aurai des nouvelles côté santé. À demain, bye.